Match presque parfait pour les Celtics et cauchemardesque pour les Mavericks. C'est parti pour le react du Game 1 des finales NBA. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je suis ravi de vous faire cette petite vidéo à froid parce que j'ai pris le temps de digérer cette première partie entre des Boston Celtics conquérants, dominateurs, agressifs et efficaces, et des Mavericks qui n'ont pas été à la hauteur de l'événement. On va essayer d'analyser tout ça, bien sûr. Je vais m'appuyer également sur la dernière vidéo que je vous avais faite. Allez, je commence par ça. Kristaps Porzingis est-il le facteur X des Celtics? Eh ben oui, la réponse évidente. En sortie de banc, il a tout cassé. Il a été intenable. Je crois qu'il a 5 sur 7 sur le match en termes de réussite. 3 contre. Il a été intenable dans ses 1 contre 1. Soit en shootant directement sur la tête de son adversaire, soit en pénétrant, ou bien en artillant de loin à 3 points. Bref, il a grandement aidé les Celtics à se mettre sur le bon chemin, puisque avant son entrée, les débats étaient plutôt équilibrés. Il y avait 8 changements de leader. Les intérieurs de Dallas n'ont pas brillé, et il faut bien le comprendre, ça c'était une clé importante, je trouve. Ils avaient réalisé de très beaux playoffs jusqu'à présent, mais Gafford et Lively n'ont pas été à la hauteur de l'événement et se sont fait manger par le collectif des Celtics, pas seulement par Porzingis bien sûr, mais aussi par toute l'équipe qui a joué de façon assez agressive, avec en technique un 5-out, c'est-à-dire 5 joueurs à l'extérieur, que ce soit Horford ou Porzingis. Les grands peuvent s'éloigner et puis laisser des lignes de pénétration. Ça, c'était une des clés dont j'avais parlé dans la preview. Et c'est ce qui s'est produit. Alors parfois, on est tombé, comme souvent chez les Celtics, dans une orgie à 3 points. Ça s'est pas mal rentré en première mi-temps. Et puis il y a eu ce moment-là. Je pense que c'est peut-être le moment intéressant qui peut peut-être donner de l'espoir à Dallas. C'est le moment dans le 3e quart-temps où l'écart a fondu. On est revenu à 8 points du côté des Mavericks dans le sillage d'un Luka Doncic retrouvé. Mais un Luka, et vous le savez, je pense, qui a réalisé son plus faible total de passes en carrière. Une passe seulement, assorti quand même de 30 points, 10 rebonds. C'est presque un match habituel dans ses standards, sauf pour la passe. On est à, je crois, 7 ou 8 passes à mon avis, dans ce match 1, ce qui est très faible. C'est même le total le plus faible de la saison en NBA. Donc, c'est pas compliqué en même temps pour les Mavericks de se dire qu'ils vont pouvoir améliorer ce point-là pour le match 2 et les suivants, parce que pour se donner de l'espoir, il va falloir faire des rapprochés en termes de niveau, d'intensité. Et le jeu collectif des Mavs a besoin d'être sérieusement revu. Mais ça, c'est aussi la faute des Celtics, parce que d'entrée de jeu, on voit Jaylen Brown qui prend de façon très intense en défense Luka Doncic. Il lui mène la vie dure. Il arrive, avec Derek White aussi à un moment donné, à prendre 2 fois le ballon dans les mains du génial Slovène. C'est même arrivé à Kyrie Irving d'être maladroit dans ses dribbles. Enfin, ils ont super perturbé les 2 stars de Dallas, et forcément, eh bien, ça a été beaucoup plus facile pour eux de connaître une journée un petit peu sans en termes d'adresse et de maîtrise du ballon pour Jason Tatum. Il a perdu 6 balles, mais il tourne à quand même 16 points, 6 passes, et puis il a pris bien sûr quelques rebonds. Il a joué un rôle de playmaker, donc je trouve que c'est un rôle peut-être qui lui convient bien, avec un Jaylen Brown qui est en train d'émerger, d'exploser depuis ses playoffs, et notamment ses finales de conférence Est, où il était élu MVP. Les solutions des Mavericks ont été vraiment trop faibles. Des joueurs comme Derrick Jones Jr., qui avait quand même réalisé de belles prestations, là il finit à 2 sur 9 au tir, et il a peu shooté à 3 points, donc en fait il s'est fait beaucoup contrer, où il a manqué ses tirs, parce que Boston, ça switch tellement vite, il y a peu de tirs vraiment tranquilles. On en a vu par exemple PJ Washington qui artillait de loin sur certaines passes, mais voilà, ça ne tombait pas dedans. Et alors quand ça tombe pas dedans, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les Mavericks d'être dangereux et de menacer une équipe comme Boston, tout simplement. Observons maintenant la feuille de stats, parce que c'est toujours instructif.
Je vois qu'il y a 7 joueurs entre 8 et 22 points chez les Celtics, avec bien sûr Porzingis à 20 points en sortie de banc qui a été exceptionnel. On a également 9 contres qui ont été réalisés pour les Celtics, dont 3 pour Jaylen Brown, 3 pour Kristaps Porzingis. Autrement dit, ça a été quand même très compliqué pour les Mavericks d'obtenir des points près du cercle. Il y a eu, quand Luka Doncic pénétrait, beaucoup de couvertures intelligentes aussi des intérieurs. Donc il n'y a pas eu de alley-oop à gogo comme souvent cette saison Dallas a pu en faire en playoff. Donc voilà, ça c'est vraiment à mettre au crédit des Celtics. Et quand on regarde les stats de Dallas, ça fait un peu mal aux yeux, hein, le 12 points de Kyrie Irving en 36 minutes à 6 sur 19, 0 lancé franc, tiré, 0 tir à 3 points marqué, c'est quand même beaucoup trop peu. Il y a eu 14 points de PJ Washington qui a fait ce qu'il a pu, mais bon voilà, c'est pas des stats de troisième option offensive dans un match de NBA en finale. A noter que Jason Kidd a ouvert son banc très tôt, dès le premier quart-temps, c'était peut-être un peu surprenant. On a eu Josh Green, Maxi Kleber, Derek Lively bien sûr, mais Jaden Hardy et même Tim Hardaway Jr. qui sont entrés. On a eu un petit coup de Dante Exum, Dwight Powell à la fin parce que on a eu 5 minutes on va dire de garbage time. Les remplaçants ont été renvoyés pour reposer les titulaires vu qu'il y avait 20 et quelques points de retard. L'avantage pour les Mavericks, c'est que je pense qu'ils peuvent difficilement faire pire en termes d'intensité, de collectif, de réussite aussi. On va espérer que la série se rééquilibre un petit peu, même si Boston a vraiment beaucoup de cartes à jouer et surtout des joueurs comme Jrue Holiday, Derrick White qui sont là pour apporter ce qu'il faut au bon moment, qu'ils ne tirent pas la couverture à eux. Jason Tatum, il est resté un peu longtemps sur le terrain à la fin. Je pense histoire qu'il fasse quelques petites stats et qu'il se mette bien en confiance pour la suite. Mais on le sent concentré. Et je vais finir par une petite anecdote amusante. J'ai vu une interview de Jaylen Brown qui confiait qu'avant les finales, dans cette période un petit peu longue de repos, vu qu'il n'a pas de famille, pas d'amis, il s'est retrouvé face à la saga Harry Potter. Il a regardé et il dit que ses personnages préférés ce sont Hermione Granger et Albus Dumbledore. Donc dans ce match, il a un peu incarné l'essence des deux personnages. Il a été capable d'avoir cette sagesse, cette hauteur de vue sur l'événement et puis aussi le côté intense qui ne lâche rien d'Hermione qui a envie de briller et de réussir en étant présente partout. Donc là, Jaylen Brown avec ses actions décisives, son dunk incroyable, celui de Tatum n'était pas mal, ainsi que le contre de Porzingis. Bref, ils ont su insuffler ces joueurs-là à un collectif des Celtics. Beaucoup de magie face à un Luka qui a été un peu esselé, mais ça pourrait peut-être changer dès le Game 2. On en reparlera bien sûr sur le Seigneur des Arceaux. Salut!